Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le vendredi 12 juin 2026 et notre cher ami, le lieutenant-colonel Anthony Aguilar, est avec nous. Bienvenue, Anthony. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir et j'ai hâte d'avoir une belle discussion. Oui. Alors commençons par ce qui se passe en ce moment, parce que tout évolue très vite. Ce qu'on a appris jusqu'ici, c'est que plus tôt dans la journée, les médias iraniens ont publié un plan en 14 points, dont on a ensuite parlé avec le colonel Wilkerson et Larry Johnson. Plus tard, on a appris, à la fois par le ministre iranien des Affaires étrangères et par Donald Trump lui-même, que ce n'était pas le plan dont il parlait. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le ministre iranien des Affaires étrangères a donné une interview aux médias iraniens. Et ce qu'il a dit, les points importants jusqu'à présent, l'un d'eux concerne le Liban, un des sujets les plus sensibles. Il a déclaré que si une action était engagée, Israël devrait se retirer totalement du Liban. À mon avis, si cela se produit, ce serait un changement énorme. Le deuxième point, c'est le détroit d'Ormuz. Il a dit que le détroit d'Ormuz serait sous le contrôle de l'Iran et d'Oman. Selon le droit international, il n'y aurait pas de système de péage dans le détroit d'Ormuz, mais il faudrait payer une sorte de redevance, administrative ou environnementale. Voilà pour le deuxième point. Ensuite, il y a la question du déblocage des avoirs iraniens gelés. Il a expliqué qu'une fois le mémorandum signé, ces avoirs devraient être libérés. Ce sont trois sujets très importants pour les Iraniens. Quant à la levée des sanctions, on ne sait pas encore. Il n'en a toujours pas parlé. Il semble que ce soit aussi une partie de l'accord. Et puis, autre point important, il a précisé qu'en Iran, au sein du gouvernement, il existe toujours le Conseil suprême de sécurité nationale. Et là, il y a visiblement certaines divisions. Et les gens qui ne sont pas d'accord sur certains points, je suppose à propos du programme nucléaire iranien, et d'autres qui, eux, approuvent le nouveau texte préparé par les Iraniens. Il a même parlé de ce qui s'est passé. Il a dit que les États-Unis insistaient sur un enrichissement zéro. Nous, on s'y est opposés. Et à la fin, ils nous ont attaqués. La guerre a eu lieu. Donc la question principale, l'hélicoptère, ça pourrait aussi être un hélicoptère. Mais le vrai sujet, c'était l'enrichissement zéro. Si vous vous souvenez, Donald Trump, avant l'attaque, avait dit « Je vais les forcer. Je vais les forcer à accepter les conditions que j'essaie de leur imposer. » C'était l'enrichissement zéro, d'après ce qu'a dit le ministre iranien des Affaires étrangères. Donc on a d'une certaine manière une image assez claire de ce qui se passe, surtout avec Israël et avec le Liban. Et il a parlé de tous les fronts. Je suppose qu'il faisait aussi référence à Gaza. Il semble que la question de Gaza et de la Palestine ait été abordée entre les deux parties. Alors, en ce qui concerne le Liban, Tony, tu étais dans la région. Tu étais en Palestine, à Gaza. Tu sais à quel point la situation au Liban est complexe. Parce qu'aujourd'hui, un peu plus tôt, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré qu'Israël ne se retirait ni du Liban, ni de la Syrie, ni de Gaza, que ça n'allait tout simplement pas arriver. Peu importe ce que dit Donald Trump ou ce que disent les Iraniens. C'est ça le vrai sujet en ce moment. Et à mon avis, la complexité du dossier entre Israël et le Liban, entre Israël et la Palestine, c'est la question la plus importante aujourd'hui. Même plus importante que le détroit d'Ormuz ou les avoirs iraniens gelés. Quelle est ta lecture de tout ça? Je pense que ce qu'il faut vraiment comprendre à propos de ces négociations, et c'est ma façon de voir les choses, c'est que quand on entend parler de négociations, ou qu'on dit on est proche d'un accord, ou peu importe, ce qui me vient à l'esprit, c'est que d'accord, quand une négociation commence, l'Iran a une ligne rouge et d'autres points, et les États-Unis ont aussi une ligne rouge et d'autres points. Quand on entre dans une négociation, l'objectif, c'est de voir où se trouvent les intérêts communs,
Où sont les points de coopération? Quelles sont nos limites? Ce qu'on ne fera pas, ce qu'on doit faire, ce qu'on fera ou non, selon les cas. Et à chaque cycle de négociation, à chaque série de discussions suivies ensuite par des tensions ou de l'hostilité, eh bien, aucune de ces périodes d'hostilité n'a vraiment modifié les positions de départ, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, on nous dit, abandonnez le détroit d'Ormuz, abandonnez votre uranium, vous ne récupérerez pas votre argent. On va maintenir les sanctions pendant un certain temps et le Liban s'est exclu. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Alors bombarder, 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 encore et encore. Puis on s'arrête et on dit bon, et maintenant, on négocie? Eh bien, je n'ai rien vu changer du côté iranien et je n'ai rien vu changer non plus, sauf si, dans ce dernier cycle, les États-Unis ont cédé sur certains points. Parce que c'est très clair. L'Iran l'a dit très clairement, le détroit d'Ormuz. Non, on ne reviendra pas à l'ancien système. Ce sont nos eaux territoriales souveraines, partagées avec Oman. Et Oman et l'Iran les partageront. Et nous les taxerons. Ce n'est pas vraiment un péage, c'est plutôt une taxe pour l'entretien, la maintenance, les frais environnementaux. Ce sont des redevances. Tous les autres passages maritimes stratégiques dans le monde ont quelque chose de similaire. Donc, l'Iran a été clair, il ne reviendra pas au statu quo. Nous en ferons partie. Vous voulez supprimer le péage, pour ainsi dire, ces 2 millions de dollars de droits d'entrée? Très bien. Mais nous, on n'y renonce pas. L'uranium, on n'y renonce pas non plus. Non, non. Vous voulez faire revenir l'AEOA, rétablir tout ce qui existait dans le cadre du JCPOA et le lier à nos sanctions, à nos avoirs. D'accord, mais on n'y renonce pas. Et le dossier du Liban doit se clore. Point final. Alors on sait ce que l'Iran a dit. Mais qu'est-ce que les États-Unis ont changé ou abandonné pour qu'on en soit arrivé là? L'accord est presque bouclé. L'encre est en train de sécher. Il est prêt à être signé. Mais ce qu'on entend du côté de l'Iran, c'est qu'il reste encore un peu de distance, quelques inquiétudes. Et ce qu'on entend sans arrêt de l'administration depuis ce matin, quand j'ai pris la route de Washington jusqu'en Caroline du Nord, c'est ça. Première chose à la radio. Trump annonce que l'accord est conclu, plus proche que jamais. On attend juste que l'encre sèche, que le fax arrive pour pouvoir le signer, comme si on repartait avec une voiture neuve. C'est prêt. Et puis à l'heure du déjeuner, c'était bon. Il reste encore quelques points à examiner, mais on n'a jamais été aussi proche. Et dans l'après-midi, c'était, eh bien, il y a encore quelques inquiétudes. Et maintenant, où en est-on? Où en est-on vraiment? On revient à, eh bien, il y a du positif, oui, mais il reste des questions essentielles. Oui, on revient exactement aux mêmes questions critiques qu'avant la dernière escalade. Le détroit d'Ormuz, l'uranium et le Liban. Rien n'a changé du côté iranien. Donc soit les États-Unis ont changé de position, soit on est encore très loin d'un accord. Et là, on retombe encore dans cette rhétorique du « on est tout près d'un accord, on est tout près d'un accord ». Puis de nouveau, l'Iran ne négocie pas de bonne foi. Je déteste ça, c'est Donald Trump, je déteste ça, c'est un accord horrible. Et on revient à la guerre. À moins qu'il y ait eu un vrai changement dans la position américaine, ce que je ne crois pas, sauf peut-être sur le détroit. Là, je pourrais imaginer quelque chose. D'accord là-dessus, on peut peut-être ajuster un peu. Personne ne paie de péage, pour ainsi dire. Mais il y a quand même quelques frais d'entretien. Bon, d'accord, on peut en discuter. L'uranium, très bien. Peut-être qu'on ne le prend pas. Peut-être que vous ne nous le donnez pas. Peut-être qu'il y a des conditions. Mais ce que les États-Unis, en ce moment, ne sont pas en mesure de mettre sur la table, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment contrôler Israël sur ce point, c'est le Liban. Et là, la question se pose. Qu'est-ce que les États-Unis ont abandonné? Est-ce qu'ils ont lâché Israël? Parce que les États-Unis peuvent très bien dire à l'Iran, « Écoute, Iran, nous, on s'en va du Liban. On ne va plus donner à Israël le soutien politique. On ne va plus leur fournir les bombes.
On ne va plus leur donner notre appui. Ils se débrouillent seuls. Mais on ne peut pas contrôler Israël. Et le Liban, ou plutôt, l'Iran, pourrait maintenant dire « Eh bien, vous savez quoi? C'est vous ici pas Ralph Fitz monstre. » Alors, il vaut mieux que vous gardiez le contrôle, parce que si vous ne le faites pas et qu'il continue, ce cessez-le-feu sera terminé. Les États-Unis sont donc dans une position très difficile en ce qui concerne le Liban. Et maintenant, parmi toutes les questions cruciales, c'est devenu la question centrale, parce que l'Iran n'a pas fléchi, n'a pas reculé, n'a pas changé sa ligne de fond, même avec la fin de la guerre au Liban et à Gaza. Peut-être qu'il y a eu quelques discussions à propos de Gaza, mais je ne pense pas qu'ils aient relâché la pression là-dessus. En revanche, pour le Liban, on le sait avec certitude. Et avec ça en tête, qu'est-ce que les États-Unis ont changé pour que cet accord voie le jour? Ou bien il n'y a pas d'accord du tout et on se fait encore berner? Franchement, combien de fois déjà? Je crois que quelqu'un avait compté. La dernière fois que j'ai parlé avec Mario Nawfal, c'était 36 fois. 36 fois qu'on nous dit on est tout près d'un accord. Ça va être 37 fois, 39 fois. 39? On va passer à 40? Vous voyez ce que je veux dire, non? On a entendu parler d'un accord bien plus souvent qu'on en a réellement vu un. Parce que soyons honnêtes, combien d'accords avons-nous vus? Zéro. Zéro. Ma position, en regardant tout ça se dérouler, c'est que oui, on est peut-être proche. Mais vous savez quoi? Presque ne compte que pour les fers à cheval et les grenades. Être proche, ça ne veut rien dire. Où est l'accord? Montrez-moi l'argent. Montrez-moi l'accord. Tant qu'on n'a pas ça, avec les deux parties d'accord, il n'y a rien. Parce que l'autre chose que Donald Trump a essayé, je crois que c'était vers le 14e accord, c'était « voilà l'accord ». Et l'Iran a répondu « on n'a jamais vu ça ». Alors, qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Franchement, à moins que les États-Unis aient changé leur position de négociation avec le Liban, je ne vois pas d'accord. Tony, imaginons que Donald Trump veuille faire quelque chose concernant le dossier du Liban. Peut-être qu'il veut le faire parce qu'il cherche à se désengager et qu'il essaie de trouver une solution avec la position israélienne. Quelle serait cette solution? À mon avis, il pourrait dire à Israël, « Vous voulez rester au Liban. Très bien, mais vous serez seul et vous devrez vous battre par vous-même. Nous, on ne restera plus là-bas. Nous ne combattrons plus sur le territoire du peuple libanais, parce que le Liban appartient au peuple libanais. Vous ne pouvez pas rester là et en faire une zone tampon, une zone morte, ou peu importe le nom de zone de sécurité qu'on lui donne jusqu'à présent. Et c'est bien là le problème. Je pense que, pour les Israéliens, il y a un vrai problème stratégique avec le Liban. Ils ne peuvent pas combattre le Hezbollah, parce que la guerre devient trop sérieuse, à la fois avec le peuple libanais et avec le Hezbollah. Ils ripostent avec des drones, des roquettes, des embuscades. Leurs soldats se font attaquer par ces drones. Tout y passe. Les systèmes de communication, les batteries de défense aérienne. Et ça, c'est énorme pour Israël. Un pays comme Israël, qui, si je ne me trompe pas, selon un rapport qui doit sortir, aurait perdu ces dernières semaines, ou dans les 2 derniers mois, quelque chose comme 300 chars Merkava. Pour un pays comme Israël, c'est énorme. Bien sûr, oui, ce serait énorme même pour les États-Unis. Alors, selon vous, la manière dont Donald Trump pourrait agir sans, disons, aller trop loin vis-à-vis de cette entité sioniste, il pourrait faire quelque chose, garder sa position, mais en mettant la pression, en laissant simplement Israël se débrouiller. Vous allez attaquer Beyrouth? L'Iran va vous répondre. Vous restez dans le sud du Liban? Vous devrez vous battre seul. Quelle est votre lecture de tout ça? Très bien. Donc, d'excellents points ont été soulevés sur la question de ce qu'on doit faire maintenant à propos d'Israël et du Liban.
C'est, je pense, une question essentielle depuis plusieurs semaines, et elle n'a toujours pas été vraiment abordée. Et pour moi, la vérité, la dure vérité qu'il faut affronter, c'est que les États-Unis doivent rompre leurs liens et dire clairement qu'ils rompent leurs liens en matière de soutien militaire à Israël. Quand je dis militaire, je parle de logistique, d'approvisionnement, de reconnaissance, de renseignement, de carburant. Tout ça, il faut couper complètement et il faut que ce soit clair. Il ne peut pas y avoir de demi-mesure, pas de peut-être. Non, il faut que ce soit dit clairement et que ce soit évident pour tout le monde. Et la preuve évidente de tout ça, si on le fait vraiment, c'est qu'Israël ne peut pas vaincre le Hezbollah. Impossible. Pas sans les États-Unis. Et voilà pourquoi. On ne peut pas rayer le Hezbollah de la carte à coups de bombe. Impossible. Et si on veut y aller au sol, ils vont vous battre. Parce qu'à moins qu'Israël ne retire toute l'armée israélienne de Gaza, de la Cisjordanie, du plateau du Golan, pour tout concentrer sur une offensive terrestre au Liban, là, peut-être, il pourrait avoir un certain succès sur le terrain. Mais même dans ce cas, ce serait incroyablement coûteux et il devrait abandonner ailleurs. C'est un peu comme le front oriental de l'Empire romain sous Romulus Augustulus, quand l'Empire ne pouvait plus tenir et refusait pourtant d'y renoncer. Et puis, sur les marges, c'est là que tout s'est effondré. Et finalement, à l'Est, on ne peut pas, à l'Est, on ne peut pas faire ça et vaincre le Hezbollah si on est Israël et qu'on agit seul. Israël n'arrive même pas à vaincre le Hamas. On ne peut pas les bombarder jusqu'à les faire disparaître. Et si on entre au sol, on se fait battre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un peu le même problème que les États-Unis avec l'Iran. On ne peut pas bombarder l'Iran pour le faire changer. On ne peut pas bombarder notre chemin vers une négociation. On peut tirer des missiles, des bombes, envoyer des navires de guerre, des chars, des hélicoptères et des avions toute la journée. Mais à un moment, il faut bien se dire, bon, où est la négociation? Et la position de l'Iran, c'est non, on ne change rien. Donc si les États-Unis voulaient vraiment intervenir pour changer la situation en Iran, avec une capitulation militaire de l'Iran, il faudrait y aller à fond, avec tous les moyens. Ce serait extrêmement coûteux et rien ne garantirait une victoire. Israël, de son côté, ne peut pas vaincre le Hezbollah sans les États-Unis. Alors Israël devra prendre une décision. Est-ce qu'on lâche l'affaire et on abandonne sans le soutien américain, ou est-ce qu'on continue, malgré tout, sans ce soutien? Et là, la situation va devenir vraiment, vraiment grave. Tout dépendra ensuite de la détermination des États-Unis à maintenir cette position et à la faire respecter. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'un accord signé, ça ne veut pas forcément dire qu'il sera respecté. On peut très bien conclure un accord, mais si on recommence à soutenir Israël parce qu'ils se font attaquer par le Hezbollah et le Hamas, eh bien là, on vient tout simplement de rompre notre accord. On ne peut pas faire ça. Les États-Unis se retrouvent donc dans une situation vraiment très compliquée avec leur partenariat avec Israël, surtout en ce qui concerne le Liban et ce moment crucial dans la négociation. Et l'Iran, lui, va vouloir des garanties. L'Iran va vouloir des preuves. L'Iran va dire, en gros, on ne vous fait pas confiance, on veut des preuves. Donc, je ne pense pas que les États-Unis soient prêts à faire ça pour l'instant. Et s'ils le font, on le saura. On le découvrira très bientôt. On verra s'il y a vraiment une nouvelle, pas juste parce que Donald Trump le dit. Si Donald Trump annonce qu'il y a un accord, j'y croirai pas. Tant que, l'Iran ne l'aura pas confirmé officiellement, que les États-Unis ne l'auront pas fait, et que tout le monde, genre le Pakistan et peut-être même le pape, dira « Oui, c'est vrai ». Il faut que tout le monde le dise avant que je le croie. Et même là, j'aimerais savoir, d'accord, qu'est-ce que chaque camp a concédé? Parce que pendant ces 104 ou 105 jours de guerre, rien n'a changé. Donc si rien n'a changé, j'y crois pas. Si quelque chose a changé,
je pense pas qu'Israël ait cédé quoi que ce soit, parce qu'on n'a rien vu de tel. Alors, est-ce que les États-Unis ont dit à Israël « Stop, ça suffit ». Et si c'est le cas, il va falloir le prouver. Et voilà, c'est juste ce que je ressens. Et puis, imaginez un peu. Vous avez un enfant qui ne respecte pas les règles, qui devient un vrai danger pour la société. Vous lui dites « Tu es dehors, tu n'habites plus ici », mais il est mineur. Alors il part, mais la police revient aussitôt en disant « Vous n'avez pas le droit d'abandonner un enfant mineur, c'est votre responsabilité ». Eh bien, on a fait d'Israël cet enfant mineur, incontrôlable, agressif, incapable de se débrouiller seul. Et si on coupe les ponts, le monde va revenir vers nous en disant « États-Unis, c'est votre affaire, c'est votre problème, c'est le monstre que vous avez créé. » Et il faudra bien qu'on s'en occupe. Je vois venir des décisions très difficiles pour ce président. Vous savez, on assiste à une nouvelle forme de cessez-le-feu, comme l'appelle l'ambassadeur Chas Freeman, un cessez-le-feu à la manière israélienne. Et peut-être, ils vont signer un protocole d'accord, un MOU, d'un nouveau genre. Ils vont le signer, et ils vont continuer à se battre. Parce qu'aujourd'hui, on a appris que les Israéliens attaquent le sud du Liban, ils bombardent le sud du Liban, et ils tuent aussi des gens à Gaza. Pareil en Cisjordanie. Pendant qu'on parle, il y a des navires commerciaux qui essaient de traverser le détroit d'Ormuz. Et les Iraniens leur tirent dessus. Vous savez, il n'y a aucun signe, rien du tout. Parce que quand on essaye d'engager une négociation, ou même des discussions, il faut au moins voir un signe, quelque chose. En regardant sur tous les fronts, il n'y a absolument rien qui bouge. C'est pour ça que je pense que si on part du principe qu'ils vont signer le protocole d'accord, eh bien on aura exactement les mêmes problèmes que ceux qu'on voit en ce moment. C'est pareil au Liban, pareil à Gaza. Je ne sais même plus ce que ça veut dire. Et au fond, quel est l'objectif principal de ces négociations avec l'administration Trump? Oui, et vous savez, les protocoles d'accord, c'est un peu la solution de facilité pour éviter une vraie négociation, une sorte de reconnaissance de dette. Et je ne pense pas que l'Iran joue encore ce jeu, où le protocole d'accord serait la finalité. Il y en a peut-être qui circulent entre les États-Unis et l'Iran, dans les deux sens. Des protocoles d'accord qui disent, dans ces cycles de négociation, voici les points qu'on va examiner. Mais l'Iran n'acceptera pas, et il n'a pas à accepter, que le résultat des négociations se limite à un simple protocole d'accord. Pendant que j'étais à Washington la semaine dernière, c'était aussi le 250e anniversaire, et j'avais un peu de temps, je suis allé aux Archives nationales. Et quand on va aux Archives nationales, on peut voir tous ces documents historiques. L'un d'eux, c'est l'acte de reddition du Japon. On en garde une copie aux Archives nationales. Vous pouvez aller le voir. Et je vais vous dire une chose. Vous savez comment ça ne s'appelle pas? Ça ne s'appelle pas un protocole d'accord. C'est une déclaration officielle de reddition. Vous pensez vraiment qu'on aurait accepté un protocole d'accord de l'Empire du Japon pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale? Genre, les gars, vous nous avez bien secoués, on a beaucoup réfléchi, et si on arrêtait juste la guerre? Arrêtez de nous bombarder. Arrêtez avec toute cette histoire de marine. Voilà, un petit protocole d'accord. On y reviendra. Non, l'Iran non plus ne devrait pas. Et il ne le fera pas. Alors, les mémorandums d'entente, ça sonne bien, ça a l'air confortable, presque comme quelque chose qu'on pourrait fêter. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire s'il n'y a rien de concret derrière. Ça ne veut rien dire si derrière cet accord, on ne voit pas d'action. Ne me dites pas que vous allez le faire. Montrez-le-moi. Et je pense que c'est exactement là où en est l'Iran aujourd'hui avec les États-Unis quand on parle de leur relation avec Israël. Ne me dites pas que vous allez le faire. Faites-le.
Ensuite, on pourra négocier. Est-ce que l'Iran peut survivre avec les sanctions? Bien sûr que oui. Est-ce que l'Iran peut survivre avec ses avoirs gelés? Bien sûr que oui. Est-ce que l'Iran peut survivre et continuer à contrôler le détroit d'Ormuz sans être rayé de la carte? Oui, bien sûr. Est-ce que l'Iran peut continuer d'exister tout en soutenant l'axe de la résistance avec le Hezbollah, le Hamas et Ansar Allah? Oui, absolument. Alors quel est le levier des États-Unis? Et si ce levier, ce que l'Iran essaye de diviser, c'est ce lien entre les États-Unis et Israël, eh bien l'Iran ne va pas se contenter d'un « on verra plus tard ». Ils vont vouloir des preuves. De la même façon que nous disons à l'Iran « nous voulons des preuves », l'Iran dit exactement la même chose aux États-Unis. Très bien, voici nos enjeux existentiels. Vous voulez des preuves sur le nucléaire? Venez l'inspecter. Allez-y, venez voir. On ne va pas le céder, mais inspectez autant que vous voulez. Le détroit d'Ormuz, le monde entier peut le voir. On ne va pas, enfin, ça peut se discuter, mais on ne partira pas. Comment l'Iran pourrait-il quitter le détroit d'Ormuz? C'est son territoire. L'Iran ne peut pas quitter le détroit. L'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Quand les gens disent qu'en fait l'Iran est le détroit d'Ormuz, eh bien, le détroit d'Ormuz est littéralement à moitié omanais et à moitié iranien. L'Iran ne peut pas quitter le détroit d'Ormuz. Donc ces conditions, même si certaines choses peuvent être négociées, ce qui ne l'est pas, c'est la position de l'Iran sur le Liban. Et ce que l'Iran n'acceptera pas, c'est un « on verra plus tard » ou un simple « voici un protocole d'accord ». Donc il y a 2 jours à peine, on en était à « on va vous rayer de la carte, il n'y a pas d'accord », et puis en quelques heures, c'est devenu « ah, il y a un accord, on va le signer ». C'est formidable. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Vendredi. Et qu'est-ce qu'on voit toujours un vendredi? Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait un accord. Et s'il y en a un, il va falloir des preuves solides, dès demain, lundi, ou à tout moment où cet accord sera rendu public, pour montrer ce que les États-Unis ont réellement promis. Ce que l'Iran a promis, ça je le vois très clairement. Mais ce que les États-Unis ont promis, ça, je ne le vois pas. Parce qu'en fait, toutes ces promesses concernent Israël, et Israël, lui, n'est pas prêt à en faire aucune. On a signé un co-emprunt pour partir en guerre avec un partenaire qui n'a même pas de travail. C'est une mauvaise situation. C'est regrettable. C'est la situation que Donald Trump s'est lui-même créée. Des décennies de gouvernements américains ont créé cette situation. Donald Trump, lui, a juste mis la main dans le piège en pensant qu'il pourrait s'en sortir. En ce moment, Donald Trump est coincé dans un de ces pièges chinois pour les doigts. Sans jeu de mots avec la Chine, mais vous voyez, il est coincé dans un de ces trucs où plus on tire, plus on reste bloqué. Et personne ne lui a dit de le faire. Il l'a pris, il s'est dit, c'est quoi ça? Ah! Et il continue de tirer, non? Et l'Iran lui dit, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu veux t'en sortir? Il faut lâcher un peu. Il faut donner un peu avant de pouvoir te libérer. Mais il ne veut pas. Et vous savez, l'autre main qui tire et qui l'empêche de lâcher, c'est Israël. Oui, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, Tony. L'une d'elles vient d'un reportage de CBS News, selon lequel les planificateurs militaires américains préparent des plans de contingence pour une éventuelle opération visant à sécuriser et retirer l'uranium enrichi de l'Iran, si nécessaire, dans le cas où un accord nucléaire serait conclu. Et voici ce qu'a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Les 2 questions, la levée des sanctions contre l'Iran et les questions nucléaires, ont été reportées. Et tant qu'il n'y a pas d'accord final, il n'y a aucun signe de discussion, aucune négociation, aucun échange concernant la levée des sanctions ou le programme nucléaire iranien. Les questions nucléaires iraniennes, comme il l'a dit. Pourtant,
CBS affirme qu'ils l'ont déjà et que les planificateurs se préparent à aller sur place pour le retirer. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne entre les deux administrations, parce que quand on regarde la situation aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue direct entre les deux camps. En gros, ils envoient des délégations du Qatar ou du Pakistan en Iran pour transmettre des messages écrits d'ailleurs. Mais ça, vous voyez, imaginez qu'on se parle comme ça, par message. C'est compliqué. C'est vraiment difficile de dire exactement ce qu'on veut dire. Et maintenant, imaginez qu'on s'appelle, qu'on se parle directement. Là, c'est un vrai changement. Entre envoyer des textos et parler de vive voix, la différence est énorme. Je pense que pour les négociations, c'est pareil. C'est la même chose entre les deux parties. Mais il ne semble pas que l'administration Trump soit prête à le faire. Ou alors, je ne sais pas quel est le problème. Mais la dernière fois que les deux parties se sont parlé, c'était à Islamabad, au Pakistan. Il y avait J.D. Vance avec son équipe, et en face, le président du Parlement iranien avec la sienne. À l'issue de la rencontre, la délégation américaine n'était pas du tout préparée. J.D. Vance passait des coups de fil à Washington, peut-être 2 appels aussi à Israël, pour savoir ce qu'il pensait de la négociation en cours. C'est là tout le problème. À mon avis, l'Iran fait face à un problème énorme, profond, Tony, parce qu'ils ont en face d'eux Jared Kushner, Steve Witkoff, puis J.D. Vance. Ces gens-là ne savent pas de quoi il s'agit, et ils ne comprennent rien à la diplomatie. Ce ne sont pas des diplomates d'ailleurs. J.D. Vance, peut-être un peu, mais les 2 autres, Jared Kushner et Steve Witkoff, pas du tout. Vance n'est pas un diplomate. Alors, quand on parle du ministre iranien des Affaires étrangères, il faisait partie de l'accord sur le nucléaire, le JCPOA. Ce type-là, il sait tout. Oui, oui. On envoie des amateurs pour négocier avec des experts. Littéralement. Les gens en face dans cette négociation, ce sont ceux qui, et je vous le garantis, je parie que les Iraniens, en voyant ce que les États-Unis sont maintenant prêts à abandonner ou à faire concernant les sanctions, le nucléaire et tout le reste, ils se disent, bon, c'est parti, sortez les anciennes copies de l'accord sur le nucléaire, changez la date, rendons-leur ça, et ensuite on s'occupera du dossier libanais. Devoir fait. On l'a déjà fait. C'est risible, parce que J.D. Vance, Jared Kushner et Steve Witkoff se disent « Regardez l'accord qu'on a conclu ». Et c'est comme « Oui, bien sûr ». Vous pensez vraiment que Donald Trump a lu l'accord sur le nucléaire avant de dire que c'était n'importe quoi, de le jeter à la poubelle et de passer à autre chose? Non. La seule raison pour laquelle il l'a déchiré et jeté à la poubelle, c'est parce que c'est Obama qui l'avait fait. Il ne l'a même pas lu. Parce que s'il l'avait lu, il verrait que tout ce qu'il répète sans arrêt était déjà dedans. On aurait pu éviter une guerre s'il avait simplement pris le temps de lire. Tu as mentionné CBS News et ce qu'il diffuse. Eh bien, je fais autant confiance à CBS News que je fais confiance à la personne qui s'occupe de l'auto-bronzant de Donald Trump. Autrement dit, pas du tout. Donc, quand je regarde CBS News, je prends ça avec beaucoup de recul. Mais quand je regarde les autres sources d'informations et que je mets tout bout à bout, je peux te dire une chose. Je n'ai aucun doute que le département de la Défense des États-Unis a déjà un plan sur la table pour intervenir en Iran et s'emparer de l'uranium. Aucun doute non plus que les États-Unis ont un plan prêt pour mener une opération d'une manière ou d'une autre sur l'île de Keshm ou sur l'île de Karg. Ne doutez pas une seconde que l'armée américaine a un plan pour ne rien faire de tout ça et simplement rester à distance, en position de blocus. D'accord? Ne doutez pas non plus qu'elle a aussi un plan pour ne rien faire du tout et se retirer. Chaque option, chaque scénario possible, le département de la Défense des États-Unis a déjà des plans prêts sur la table. Alors, si on y réfléchit, est-ce que ça pourrait arriver? Oui, tout à fait.
Toute cette histoire de « on est proche d'un accord » peut partir dans tous les sens. Dès le dimanche soir, après le combat de l'UFC, quand Donald Trump aura fêté ses 80 ans. Et dès le lundi, on pourrait se retrouver à nouveau en guerre, avec une opération pour aller saisir l'uranium, prendre le contrôle de l'île de Karg et tenter d'étrangler l'Iran, à un coût énorme. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lâcher Israël. C'est la seule chose, en ce moment, sur laquelle on refuse de négocier. Et l'Iran aussi refuse de négocier là-dessus. Comme je l'ai dit, sur l'uranium appauvri, on pourrait trouver un accord. Sur le détroit d'Ormuz aussi, on pourrait s'entendre. Ce ne sera pas facile et les deux camps devront faire des concessions. Mais il y a deux choses, ou plutôt une chose, sur lesquelles aucun des deux ne cédera pour l'instant. L'Iran qui défend la résistance et protège le Liban, et Trump qui refuse de rompre avec Israël, ce qui menace justement le Liban. Voilà où nous en sommes. Et tu sais, un autre point très important que tu as soulevé, et que les gens doivent vraiment comprendre, c'est la puissance et l'importance de la diplomatie, des canaux de communication. Pendant la Première Guerre mondiale, ça allait d'un côté, puis de l'autre, encore et encore. On pensait que c'était presque fini. Presque fini. Et ce n'est que quand le maréchal Ferdinand a dit « Bon, ça suffit, assez de va-et-vient. Prenez un train, allez jusqu'à la ligne de front. On va passer à l'action. » Nous, on va prendre position. On va appeler à une trêve. On va les mettre dans le train et ils vont en discuter. Ce train-là, c'est ce qu'on appelle le wagon de Compiègne. Il est à Paris, là où ils se sont assis. Oui, à Paris. À l'époque, ils n'étaient pas encore exposés dans un musée. Ils se sont assis face à face et ils ont trouvé un accord, un armistice. C'est ça qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, avec un traité, un armistice. Le traité lui-même n'a été signé qu'à Versailles, le 11 novembre. Mais cet armistice, lui, a mis fin à la guerre, et il n'aurait pas pu y arriver autrement. Il a fallu qu'ils se retrouvent face à face pour négocier les termes. C'est la même chose avec le Japon. Quand les conditions de reddition sont arrivées, on a largué la bombe. Le Japon a capitulé. On a envoyé des gens, un émissaire avec des traducteurs, pour s'asseoir avec la direction japonaise, avec l'empereur, parce qu'ils ne voulaient pas que les Américains posent les yeux sur l'empereur dans la pièce d'à côté pendant qu'on rédigeait le document de reddition. On ne peut pas faire ça sérieusement, avec un vrai résultat, si on n'a pas des Américains et des Iraniens assis ensemble dans la même pièce. Pas le Pakistan. Le Pakistan peut participer, oui, mais à moins d'avoir des Américains qui savent ce qu'ils font, ça ne marchera pas. Et je ne parle pas de Marco Rubio, ni de J.D. Vance, ni de Jared Kushner, ni de Steve Witkoff. À moins que vous ne soyez en train de monter un boys band, vous n'en voulez pas de cela. Ce qu'il faut, ce sont des gens qui sont de vrais diplomates, ancrés dans le service extérieur, avec une vraie compréhension des négociations. Et c'est pareil du côté iranien. Il faut les mettre dans la même pièce et qui trouvent un terrain d'entente, sans ce jeu du « il a dit, puis il a dit, puis il a dit encore ». Parce que c'est exactement ce qu'on fait en ce moment, non? Les États-Unis ne communiquent pas directement avec l'Iran. On passe par le Pakistan. Et vous pensez vraiment que le Pakistan ne glisse pas un peu de ses propres intérêts là-dedans? Allons, soyons sérieux. Bien sûr qu'ils le font. Qui ne le ferait pas? J'imagine que quand il a vu le JCPOA, il ne savait sûrement rien de ce que c'était. Il a décidé de s'en retirer. Peut-être qu'il a juste vu la signature de Barack Obama. Dès qu'il a ouvert ce livre et qu'il a vu Barack Obama, il l'a refermé. Barack Hussein Obama, Barack Hussein Obama. Oh mon Dieu, vous savez quoi? En fait, c'était écrit « Donnie, lis ça. C'est important. Avec amour, Barry. » Et Trump a barré Barry. Il a écrit à la place Barack Hussein Obama, puis il a jeté la lettre à la poubelle. Je ne pense pas qu'il l'ait lu.
Vraiment pas. La raison pour laquelle je pense qu'il ne l'a pas lu, c'est que certaines choses qu'il dit sur la direction que pourraient prendre les négociations, notamment sur les sanctions, les avoirs gelés, l'uranium appauvri, on se demande, il se moque de nous, ou quoi? Oui, il se moque de nous. Il sait très bien que ce qu'il a jeté, ce qu'il appelle le pire accord de l'histoire, c'est justement ce qui a servi de prétexte pour qu'on entre en guerre, qu'on perde des vies américaines, des ressources, des milliards et des milliards de dollars d'argent public et la réputation même de l'Amérique. Tout ça pour revenir exactement à la situation qu'on avait déjà. Donc, soit il se moque de nous, soit il ne l'a pas lu. Franchement, je crois même qu'on peut trouver le JCPOA en livre audio. I think you can even get the JCPOA on audiobook. Tony, do you see, let's assume Tony, tu vois, imaginons qu'il n'y ait aucun signe laissant penser qu'un accord ou une entente puisse être trouvé. Même s'il signe ce protocole d'accord, je pense qu'on va continuer à voir ce genre d'affrontement encore et encore. Parce qu'Israël, comme on en parlait tout à l'heure, a attaqué Nabatie, au Liban. Oui, Et ils sont en train de bombarder des gens, là, maintenant. Oui. Yeah. Yes. Right now. Right now. oui, en ce moment même. Là, tout de suite. Le jeton de négociation est sur la table et c'est Israël qui le fait tourner. C'est un peu comme, voilà, c'est ça. Et ils sont là, à dire, enfin si on regarde bien, si les États-Unis signent un mémorandum d'accord avec l'Iran, qui inclut tout un tas de points, et qu'on en arrive à la question difficile du Liban et d'Israël attaquant le Liban, qui va faire respecter cet accord? Qui va s'assurer qu'Israël n'attaque pas le Liban? Parce que, comme je l'ai dit, l'Iran va vouloir des garanties. D'accord, l'Amérique entre dans ce mémorandum d'accord. On comprend qu'il y aura quelque chose à propos de l'uranium. Je ne sais pas. Peut-être même que l'Iran en abandonnera une partie et placera le reste sous la surveillance de l'AIEA. Franchement, je ne sais pas. Je pense que l'Iran est prêt, qu'il y a un peu de marge de manœuvre. Il y a de l'espace pour négocier. C'est pareil, on voit déjà qu'il y a de la place pour la négociation. Par exemple, d'accord, on retire les 2 millions. Honnêtement, je pense que toute cette histoire de taxes de 2 millions de dollars, c'était juste pour que l'Iran ait une position de départ, un point sur lequel il pouvait ensuite reculer. Je ne crois pas qu'ils y tiennent vraiment. Enfin, ils y tiennent, mais pas au point d'en faire une question vitale. Donc, ils ont négocié là-dessus. Pour la partie concernant le Liban, ça va être « D'accord, vous avez accepté l'Amérique. » Mais Israël continue de bombarder. Qui va les arrêter? Qui va arrêter Israël? Et si on pense que ce sera simplement Donald Trump qui dira à Netanyahou d'arrêter, personne n'y croit. Personne. Je ne pense même pas que Trump y croit lui-même. Combien de porte-avions se trouvent près du golfe Persique, ou sont là pour soutenir la guerre ou le conflit? Nous en avons 3 dans la région. Alors oui, on en avait 4. L'un d'eux est finalement rentré, celui qui avait eu l'incendie dans la buanderie. Il y en a encore un dans l'océan Indien. Il y en a un autre encore. Et comme on les a déplacés tellement de fois, avec le Ford, le Lincoln et tous ces présidents morts, je ne me souviens plus lequel est lequel. Mais bon, il y en a toujours un dans l'océan Indien, un autre en Méditerranée, et il y a encore l'USS Tripoli, qui est un porte-aéronef léger pour les marines. Donc techniquement, il nous en reste 3. Mais on a aussi le navire de commandement de mission du commandement des opérations spéciales américaines. Ce n'est pas un porte-avions, mais il est important. Et lui, il est stationné au large de Diego Garcia. Donc, on a aussi déployé ça. Et chacun de ces porte-avions, ce n'est pas juste un porte-avions, c'est un groupe aéronaval complet. Il y a des destroyers, des navires de soutien, des sous-marins. On sait qu'il y a au moins 2 sous-marins nucléaires là-bas, et on sait qu'il y en a un au large de la Floride, parce qu'ils viennent de le montrer avec un tir d'essai du missile nucléaire Trident D2, ou plutôt du vecteur du missile nucléaire.
Ils n'ont pas mis d'ogive dessus, mais ils l'ont bien lancé. Donc on sait qu'il y en a un au large de la Floride. On en a un autre en Méditerranée et un autre dans l'océan Indien. Bref, on a encore pas mal de moyens déployés. Rien sur le plan militaire ne montre qu'on recule. C'est un peu comme si on disait trêve, tout le monde. Et là, t'as un type qui recharge son arme. Ah bon, on est en trêve? D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais? On est censé être en trêve. Oui, en trêve. Et il met le chargeur dans son arme. Eh, attendez, quelqu'un lui a dit qu'on était en trêve. Et il enlève la sécurité, prêt à tirer. Non, ça n'a pas l'air d'une trêve. Militairement, ce qu'on fait, ça ne ressemble pas à un accord. Ça ne ressemble pas à un retrait. On dirait plutôt accord, action militaire. Je ne vois pas comment les États-Unis peuvent faire la moindre promesse sur le Liban, à moins d'affronter directement Israël. Quand on parle des pressions qui pèsent sur Donald Trump, on parle des élections de mi-mandat. On parle aussi de l'économie mondiale, des ressources, des réserves de pétrole que Donald Trump a décidé d'utiliser, les réserves américaines, vous savez, pour essayer d'équilibrer le marché. Mais l'autre question, quand on regarde la réalité de la guerre, c'est ce qui se passe sur ces porte-avions. Je pense qu'avec le Gerald Ford, on l'a bien vu, parce que la vie à bord de ces navires est infernale. C'est trop difficile d'y rester aussi longtemps, sans savoir quelle sera la mission, ni combien de temps elle va durer. C'est pour ça qu'on a vu ces problèmes sur le Gerald Ford. Les gens là-bas devenaient complètement fous. Donc la vie sur un porte-avions n'est pas forcément misérable tant qu'on reste dans la durée prévue de déploiement. Je ne dis pas que c'est confortable, ni que c'est des vacances, mais ce n'est pas misérable. En fait, je sais, je les ai tous vus parce que j'ai regardé des images de ces porte-avions. Pour certains, c'est à peine 10%. C'est devenu vraiment pénible pour eux, parce que ces porte-avions ont été déployés 3 fois plus longtemps que ce qui est prévu dans leur cycle opérationnel. Normalement, quand un porte-avions quitte le port, il part pour environ 4 mois et demi. Sur cette période, quand tout fonctionne comme prévu, c'est dur. Bien sûr, c'est une épreuve, mais c'est pas insupportable. Mais quand on commence à parler de 6 mois, 8 mois, 10 mois, là, ça devient vraiment infernal. C'est un peu comme si vous mettiez un vêtement et que vous vous disiez « Ah, c'est agréable ». Mais si vous gardez ce même vêtement pendant 1 an sans jamais le laver, ça devient vite insupportable. C'est pareil avec le cycle de vie d'un déploiement. Et puis, il y a autre chose. Quand on est retourné dans cette guerre, si on remonte un peu jusqu'au Venezuela, vous voyez ce que je veux dire. Quand on a dit, bon, on va envoyer ce groupe aéronaval du commandement central, on va le déplacer vers les Caraïbes et on va le positionner là-bas en renfort. La marine a répondu, très bien, mais qui va remplacer celui-là? Ah, on va prendre celui qui est là-bas et le mettre à sa place. Très bien, mais qui va remplacer celui-là? Celui qui devait rentrer. Eh bien, on va le prendre pour le remplacer. D'accord, mais le calcul ne tient toujours pas. Il manque toujours un maillon, parce qu'on ajoute une mission de plus. Ah, on va juste laisser celui-là en mer un peu plus longtemps. Très bien, mais quand on fait ça et qu'on entre dans le cycle opérationnel et de maintenance, on finit par manquer de carburant. Aujourd'hui, vous avez des marins qui passent 6 mois, parfois 8, 10, voire 12 mois sur un porte-avions. Et là, oui, ça devient vraiment pénible. Mais au départ, ce n'est pas forcément le cas. Encore une fois, je ne dis pas que la vie sur un porte-avions ou dans un sous-marin est facile, loin de là. C'est une épreuve. Mais ce n'est pas forcément misérable, pas avant d'atteindre ce point où tout commence à se casser. C'est un peu comme une voiture à qui on ne change jamais l'huile. Et quand la transmission lâche, on se dit « Ah, fichue transmission ». Mais non, la transmission n'était pas fichue.
C'est juste que vous avez jamais changé l'huile. Donc oui, je suis d'accord avec vous. En ce moment, la vie sur ces porte-avions est très probablement misérable pour ces soldats, ces marins et ces aviateurs. Tony, la dernière attaque iranienne contre Israël a montré à quel point leur système de défense est faible, même avec la combinaison des États-Unis et d'Israël pour protéger le pays, parce qu'ils ont atteint leur cible. Je pense qu'ils ont frappé de nombreuses cibles en Israël, et durement. Oui, Voilà la réalité. Vous savez, si jamais ils décident d'entrer en guerre. Je pense que quand la dernière attaque de l'Iran n'a pas reçu de réponse de la part des Israéliens, ils n'ont pas riposté. Ils ont attaqué l'Iran une fois, et l'Iran les a attaqués 2 fois. oui, Je pense que c'est une différence pour les Israéliens, parce qu'on sait que chaque fois qu'on les attaque, ils veulent riposter, sauf s'ils ont quelque chose à perdre, et qu'ils ne veulent pas continuer ce jeu, cette guerre de représailles. et même quand ils ont quelque chose à perdre, ils se trompent souvent dans leurs calculs. Ils surestiment leurs capacités et sous-estiment l'adversaire. Prenons un exemple. La fronde de David, le dôme de fer. C'est ce qu'il y a de mieux, non? Oui, le dôme de fer et le système d'interception de la fronde de David, quand ils fonctionnent ensemble dans une posture défensive, c'est remarquable contre les roquettes. Mais c'est pas remarquable contre les missiles balistiques intercontinentaux. Ce n'est pas remarquable contre les missiles hypersoniques. Ce n'est pas remarquable non plus contre les missiles Fatah 110 ou Qayyam 3. Ce n'est pas... Enfin, il peut le faire, mais il faut énormément d'efforts pour y arriver. Ce n'est pas conçu pour ça. À l'origine, il a été conçu pour se défendre contre une roquette de temps en temps, un missile de temps en temps, mais pas contre ce qu'ils affrontent aujourd'hui. Ils ont donc un système de défense qui est non seulement gravement affaibli. Si on regarde l'échelle d'évaluation des dégâts de combat, on passe de légèrement dégradé à gravement dégradé, à incapable, puis à non opérationnel, et enfin à détruit. Autrement dit, il n'était pas capable de se défendre contre tout ça. Et maintenant, il est encore plus affaibli. Donc oui, en quelque sorte, il continue à lancer des pierres depuis une maison en verre. Et ce n'est pas très malin. Et c'est là qu'il y a un autre aspect important, non? Ils le savent. Alors, pourquoi continuer? Parce qu'ils comptent sur l'aide des États-Unis. Voilà quelques-uns des leviers dont dispose Donald Trump. La vraie question, c'est, est-il prêt à s'en servir? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? S'il a le pouvoir de mettre fin à cette guerre en disant « Écoutez, Israël, c'est votre affaire, pas la nôtre. Nos intérêts sont en jeu. On ne va plus vous fournir ces missiles. Si vous voulez continuer à bombarder l'Iran, ce sera sans nous. Et encore, Israël, on ne va plus vous donner le carburant, les ravitailleurs, les bombes, les munitions, ni le renseignement satellite ou la reconnaissance. On ne vous les donnera plus. Si vous voulez continuer les opérations au sol au Liban, c'est votre problème. » Donald Trump a clairement ce levier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun. Alors pourquoi ne l'utilise-t-il pas? Et là, on en vient à la vraie question. Qu'est-ce qu'ils ont contre lui? Qu'est-ce qu'il y gagne? Quelle est la relation, au juste? Qui contrôle qui? Est-ce qu'Israël nous contrôle ou est-ce que c'est nous qui le contrôlons? C'est là que toutes ces questions surgissent. Parce que tu vois, c'est comme si j'avais un verre d'eau, j'ai soif, il y a un robinet, tout ce que j'ai à faire, c'est le remplir et boire. Ah, j'ai soif. Pourquoi tu ne remplis pas ton verre? Pourquoi tu ne bois pas? Ah, ton verre n'a pas de fond. Il n'a pas de fond. Je ne peux pas le remplir. Ah d'accord, donc ton verre est compromis. La seule raison pour laquelle Donald Trump n'utilise pas le levier qu'il a, c'est parce qu'il est compromis. Par quoi? On peut tous spéculer, j'en sais rien, mais il est compromis par quelque chose.
Et ça a à voir avec l'argent et avec ce qu'il y a dans les dossiers Epstein. Money and whatever's in the Epstein files. Tony, what is the capabilities of these Tony, destroyers? quelles sont les capacités de ces destroyers qu'ils utilisent? Basically, they use the En gros, destroyers ils s'en for servent pour la defensive, défense, you know, pour protéger les Israéliens. C'est bien ça. Israelis. Parce que je me souviens qu'au début de cette guerre, on parlait d'envoyer quelque chose comme 15 destroyers au Moyen-Orient. Something like 15 destroyers being sent to the Middle East to get Et vous parlez d'un destroyer de la marine. Naval destroyer. yeah, Oui, je parle d'un destroyer naval. So an aircraft, a US carrier. Alors, un groupe aéronaval américain comprend des destroyers qui lui sont affectés. On a envoyé des destroyers supplémentaires provenant d'autres groupes aéronavals. Par exemple, quand celui qui est rentré pour maintenance, celui qui avait eu l'incendie dans la buanderie, est reparti, il a laissé sur place certains de ses destroyers toujours rattachés au groupe. Le type dont on entend le plus souvent parler, c'est la classe Arleigh Burke. La classe Arleigh Burke, ce n'est pas un destroyer en particulier, c'est une catégorie de destroyers. Il y a l'USS Peralta, l'USS Murphy, l'USS Canberra. On utilise ces navires en Méditerranée et aussi dans le golfe d'Oman, parce qu'un destroyer a à la fois des capacités offensives et défensives. Because a destroyer is offensive and defensive. Some destroyers are designed as Certains destroyers sont conçus comme des destroyers antimissiles. On les appelle même comme ça, des destroyers antimissiles ou des navires antimissiles. D'autres sont des destroyers lance-missiles ou des croiseurs lance-missiles. Eux, ils avancent avec leurs missiles pour frapper l'ennemi. Certains combinent les deux fonctions. Mais quand on fait une combinaison, on est forcément limité d'un côté ou de l'autre. Donc selon le rôle principal du navire, c'est là qu'on choisit de le positionner. Il semble donc que ceux qui sont en Méditerranée soient surtout là pour la défense. Est-ce qu'on peut atteindre l'Iran depuis la Méditerranée avec un type de missile Tomahawk? On pourrait, oui, mais pourquoi faire ça alors qu'il y en a déjà juste au large des côtes d'Oman? Donc, je pense que les destroyers qu'on a envoyés là-bas, en Méditerranée, qu'on a renforcés, défendent les zones où le dôme de fer ne suffit plus. Ces destroyers compensent ce manque. Dans le golfe d'Oman, là où ils se trouvent, ils font un peu d'interception défensive, mais leur rôle principal reste offensif. Et pour revenir à votre question, si on décidait de les déplacer, ou simplement de dire que ces destroyers en Méditerranée, on ne va plus aider, on ne va plus fournir d'intercepteurs, ni de missiles patriotes. Nous n'allons pas vous donner les munitions pour recharger votre fronde de David. Nous n'allons pas non plus vous fournir les capteurs au sol qui font partie de nos systèmes THAAD. On ne leur donne pas les THAAD eux-mêmes, mais on leur fournit en quelque sorte l'élément du THAAD qu'il fait fonctionner et ensuite ils l'intègrent à une version israélienne du système. C'est une coopération conjointe. Nous avons un programme de défense coopératif commun autour du dôme de fer. Le dôme de fer n'est pas exclusivement israélien. En fait, quand on voit un dôme de fer installé à différents endroits en Israël et qu'on regarde un intercepteur du dôme de fer, on peut voir dessus les drapeaux israéliens et américains. C'est ça, le dôme de fer. Donc, ce n'est pas uniquement israélien. On pourrait arrêter de leur fournir ce matériel. On pourrait cesser d'intervenir avec nos destroyers. Est-ce que ça ferait mal? Est-ce qu'Israël en souffrirait? Oui, s'ils continuent à se battre, s'ils continuent à échanger des missiles avec l'Iran, oui, ils vont en subir les conséquences. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire? C'est pour ça que dans cette nouvelle série de négociations, je n'y crois pas. Parce que je n'ai vu aucun signe montrant que Donald Trump est prêt à aller jusque-là. Et je ne vois rien d'autre qui puisse changer cette équation, que ce soit au Liban ou face à l'agressivité d'Israël, à moins qu'on prenne vraiment cette décision. Croyez-moi, l'Iran ne va pas dire « D'accord, on signe ça et on demande à Israël d'arrêter ». Non, l'Iran va vouloir des preuves.
vous leur dites d'arrêter, vous arrêtez de leur fournir du matériel, et là peut-être qu'ils envisageront quelque chose. Donc je ne sais pas. Il y a eu des débats assez tendus, des coups de fil entre Netanyahou et Trump. Israël Katz s'est exprimé publiquement. Donc, clairement, quelque chose a été dit à propos du Liban. Mais que va faire les États-Unis? Dans cette phase de négociation, je ne pense pas qu'on y soit encore. Je suis d'accord avec vous. Je peux me tromper, hein? Peut-être qu'on a tout réglé. Les ayatollahs débarquent à Washington pour aller voir le combat de l'UFC dimanche. Tout va bien, tout est résolu. Mais franchement, j'en doute. No. Non, exactement. Exactement. Merci beaucoup, Tony, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir, comme toujours. Pleasure, as always. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment que vous teniez tout le monde informé et que vous mainteniez une si bonne plateforme. On verra bien ce qui sortira de cette négociation en cours. Et ensuite, on verra si les États-Unis respectent réellement leurs engagements. Parce que c'est ça, l'autre partie du problème, non? On peut conclure des accords toute la journée. Je peux signer un contrat, repartir du concessionnaire avec une voiture neuve, et puis rater mon premier paiement et me la faire reprendre le mois suivant, n'est-ce pas? Donc oui, on peut faire des accords. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on va les respecter? C'est ça la question essentielle, quel que soit l'accord qui en résultera ou non. Est-ce qu'on va le faire appliquer? Exactement. Exactement. Exactly. Thank you. Merci, Tony. Merci, Nima. J'apprécie beaucoup. À très bientôt. See you soon. Talk to you soon. Bye-bye. À très bientôt. Au revoir.